Alors, tout d'abord, en précisant bien ce que dit Émile Zola, et que je me tue à dire comme lui, on n'est pas les deux seuls à dire la même chose, à savoir que la loi du 9 décembre 1905 ne contient ni le mot laïque ni le mot laïcité, qu'on ne peut pas la considérer comme la loi qui fait que la France est un pays laïque, pour des raisons qui se situent les unes en amont, les autres en aval. Les unes en amont, ce sont lesquelles? C'est que la Révolution française avait retiré les registres concernant la vie privée des citoyens à l'Église. C'est-à-dire qu'à partir de 1791, il n'y a plus de registre de baptême, mais des registres de naissance. Il n'y a plus des registres de sacrement de mariage, mais des registres de mariage. Et il n'y a plus des registres de sépulture, sous-entendu chrétienne ou catholique, mais des registres de décès. Or, un certain nombre d'historiens et de sociologues s'accordent à dire que cet acte-là, c'est déjà un acte fondateur d'une nation qui se veut laïque, quand ce qui a trait à la vie privée des gens ne passe plus par l'Église, mais passe par l'État, et surtout, il ne faut pas oublier ce que cela signifiait. Quand il n'y a pas un registre des naissances, mais un registre des baptêmes, quid des gens non baptisés? À partir du moment où il y a un registre des naissances, cette question ne se pose absolument plus. Hein. Il ne faut pas oublier que les protestants, par rapport à leur état civil, après la révocation de l'édit de Nantes, il en restait quand même en France, se trouvaient dans une situation extrêmement fâcheuse. On ne leur avait reconnu un état civil qu'en 1787. Donc une espèce de vie fantomatique, de vie clandestine, qui ne peut plus exister à partir du moment où les registres sont confiés à l'État. Deuxième point, ça c'est Claude Langlois qui le dit, je crois que c'est Claude Langlois, que vous avez peut-être fait venir ici aussi, je ne sais pas. Claude Langlois dit, à partir du moment où le concordat, d'abord il y avait eu une première séparation sous le directoire, hein, mais ensuite, c'est Claude Langlois qui dit, et je crois qu'il a tout à fait raison, qu'à partir du moment où le concordat est signé, et que le concordat dit que ce qu'on appelle le concordat, en fait, c'est la convention de 1801, plus les articles organiques pour la République, sans les articles organiques pour l'Église. Bon, ça, c'est l'autre chose. Claude Langlois dit, à partir du moment où la convention de 1801 dit que le catholicisme, que la religion catholique est la religion de la grande ou de la très grande majorité des Français, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être catholique pour être français, qu'on peut être français sans être catholique. Et ça, c'est déjà aussi une forme de laïcité de l'État. Et c'est ce que Jean Bobéro appelle les différents seuils de laïcité. Pour Bobéro, la séparation, c'est un deuxième seuil de laïcité, il y en aura un troisième après. Donc, on ne peut pas dire que la loi de 1905, c'est la loi de laïcité, comme on l'entend souvent dire, et comme je l'ai encore entendu dire hier matin, par une sociologue pourtant bien connue, Esther Benbassar, qu'on interviewait pour un livre qu'elle vient de diriger, un dictionnaire du racisme, et d'une manière un petit peu acrobatique, elle s'est mise à parler de la loi de 1905 qui n'a rien à voir avec le racisme, il faut le dire, et elle a parlé de la loi de 1905 comme de la loi de la laïcité en France. Or, dans la loi de 1905, premièrement, non seulement le mot de séparation ne figure que dans le titre, il ne figure plus du tout dans les articles de la loi, et cette loi de séparation n'est pas une loi de séparation véritablement, comme nous le disions tout à l'heure, mais en outre, bien sûr, les mots de laïque et de laïcité ne figurent absolument pas. Il y avait l'amont, que je viens de vous expliquer, il y a l'aval, qui sont les constitutions de 46 et de 58, qui font donc de la République française une république laïque, démocratique et sociale. Or, rien qu'à regarder, je ne sais pas si on aura le temps de regarder tous les documents, mais vous pouvez regarder certains documents. Par exemple, le premier, pour, ça c'est une revue d'extrême gauche très anticléricale, qui avait fait quelque chose donc pour 1905.
vous voyez, 1905-2005, laïcité au singulier, laïcité au pluriel. Alors, vous allez me dire, mais nulle part il n'est dit qu'il est question ici de la séparation. Non, bien sûr, mais c'est un colloque qui s'est tenu, enfin une journée d'études, une manifestation, qui s'est tenue en 1905 pour l'anniversaire de la loi de séparation et qui s'est transformée en laïcité. Alors, je ne sais pas où vous avez celui-ci, il est dans le... Voilà, vous avez également, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est ceux que j'avais choisis, 1905-2005, centenaire de la laïcité. Bon, hein, vous voyez. Bon, ça, c'était organisé par la région de la Haute-Normandie, mais en collaboration, c'est pas marqué sur le papier, c'était en collaboration avec deux obédiences maçonniques, avec le Grand Orient de France et avec la Grande Loge. Donc, vous voyez, j'aurais eu d'autres documents de ce genre-là. Donc, déjà, une confusion qui s'est introduite dans un certain nombre de travaux menés en 1905, où on a voulu faire une équivalence entre laïcité et séparation. Et je vous lis ce petit extrait d'Émile Poulain. Ce que nous appelons pour faire tour la laïcité en est venu dans l'imaginaire français, laïque ou religieux, à s'identifier et à se résumer à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État, point à tort. Donc Émile Poulain dit, ne confondons pas les deux, c'est exactement mon point de vue, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. À tel point, d'ailleurs, je veux dire, ça s'est tellement pas passé en fonction des avis d'Émile Poulain ou d'autres personnes, dont moi, qu'un ouvrage aussi officiel, j'allais dire, que celui qui est intitulé Loi de 1905, le livre du centenaire officiel, donc c'est pas moi qui rajoute, hein, le livre du centenaire officiel, Histoire de la laïcité à la française, Académie des sciences morales et politiques 2005, c'est un ouvrage sorti, il y a eu l'Académie des sciences morales et politiques, qui fait partie de l'Institut, qui est une des 5 grandes académies françaises, a organisé toutes ces 4 grandes rencontres autour de la loi de 1905. Ils ont quand même trouvé le moyen d'intituler le livre Histoire de la laïcité à propos du centenaire de la loi sur la séparation. Jean Bobéro, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, au Seuil en 2004. Polerio, 100 ans de laïcité française, 1905-2005. Alors, vous allez me dire, il ne parle pas que de la séparation, puisqu'il couvre le siècle. Mais c'est quand même très ennuyeux, je trouve, de mettre sous l'étiquette laïcité quelque chose qui démarre de la séparation. Il aurait fallu au moins que dans le titre, il y ait quelque chose qui rappelle que c'est la séparation et la laïcité. Parce que là, quand on fait comme ça, automatiquement, on ramène la séparation à la laïcité. Yves Tripier, la laïcité, ses prémices et son évolution depuis 1905. Vous voyez, on n'en sort pas de ce type d'approche. Alors, je voulais vous parler de l'iconographie, mais comme je vois qu'il est déjà 6h25, je vais passer sur l'iconographie, encore que ce soit... Ou alors on va regarder rapidement ensemble le petit dossier iconographique, parce que pour moi l'iconographie est très importante, pas seulement à titre d'illustration, mais à titre de teneur intellectuelle et de contenu intellectuel. Et je pense que les couvertures des ouvrages, les couvertures des actes de colloque, sans parler bien sûr des cahiers iconographiques contenus à l'intérieur des livres, mais la couverture même, moi je m'intéresse beaucoup aux couvertures, parce que la couverture, elle donne déjà un signe. Elle place déjà le livre, les actes du colloque, quoi que ce soit, elle le place déjà sous une certaine symbolique, sous une certaine manière d'être. Donc, si on prend par exemple celui-ci, 1905-2005, centenaire de la laïcité. Bon,
Qu'est-ce qui a été choisi comme illustration? Une institutrice très alanguie d'ailleurs, assez jolie et élégante, mais tout à fait alanguie sur son bureau, dans une classe, et devant un tableau sur lequel il y a un cahier, un texte à copier. Je ne sais pas pourquoi on a mis plein de petites marguerites dans les encriers, peu importe, mais vous voyez, là c'est une manière de dire que la laïcité, c'est essentiellement l'école. Alors vous voyez comme le message est brouillé, parce qu'on part de 1905, qui est la séparation des églises et d'État, qui n'a rien à voir avec l'école, et puis on a une couverture qui nous met dans une salle de classe avec une institutrice et un tableau qui n'ont strictement rien à voir avec 1905. Vous voyez? Donc là, je trouve que le message est brouillé. Ici, sur Tours, alors, 1905-2005, dossier laïcité, laïcité. C'est assez... Malheureusement, la caricature n'est pas datée, elle est assez intéressante. Donc, vous avez un œuf brisé, d'où sort une vieille Marianne, une république exactement comme les gens ou de l'Action française ou du mouvement anarchiste la représentaient vers 1900. C'est-à-dire une espèce de Marie Torne, grosse, désagréable, etc., etc. Et donc, on a cette vieille Marianne, obèse, on dirait qu'elle est avinée avec son nez tout rouge, bon, elle n'a pas l'air... Elle tient un buste d'une jeune république, et elle la regarde en disant ce qu'on change en 30 ans. Elle ne comprend pas comment elle a pu vieillir comme ça. Hein. C'est vraiment une sexagénaire devant son miroir qui se dit « Mon Dieu, j'ai tendri, j'ai les yeux pochés, etc. etc. » Alors, avec le titre « Dur et mollet », c'est-à-dire la République jeune, c'est la République qui savait être ferme, rigoureuse, prendre les lois qu'il fallait prendre. Et puis à côté de ça, vous avez la vieille, toute molle, toute avachie, etc. Et puis, alors, de l'œuf dans lequel est assise cette vieille République, pendent étranglés une religieuse et un prêtre qui ont dû être étranglés du temps de la jeune République, hein, très, très probablement. Alors, ensuite, nous avons cette iconographie. Ça c'est un colloque qui s'était tenu à Sorèze, dans une ancienne école dominicaine qui avait été restaurée dans les années 1850 par Lacordaire et qui ne fonctionne plus qui était devenue une école militaire d'ailleurs, et qui maintenant est un centre culturel. Alors là, on a une iconographie tout à fait intéressante, parce que vous voyez que l'Église, en la personne du pape Pie X, et la République en la personne de Marianne, qui est vêtue de tricolore, sont encore attachés l'un à l'autre avec une corde qui les lie très solidement, avec toutes sortes de nœuds. Donc vous voyez que Pie X, il a l'air, bon, il est totalement passé, hein, sa mitre lui tombe, sa tiare, pardon, lui tombe sur les yeux, l'hostie dans son ciboire ressemble à une sorte de pain rassis, il est dans des espèces de pantoufles, tandis que Marianne, elle est, vous voyez, regardez comme elle tourne son visage, elle le regarde d'un air de se payer largement sa tête, et puis derrière, il y a Combes, alors ça c'est très intéressant, Combes, habillé tout de rouge, qui ressemble à une espèce de diable, là, tout de rouge vêtu. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'instrument qu'il tient dans la main pour rompre la corde, c'est une francisque. Le manche ressemble à un faisceau d'élicteurs de la République, mais la forme de la hache, c'est tout à fait la francisque que l'on retrouvera sous l'État français. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, mais ça renvoie à la francisque des Francs, qui était de vigoureux combattants, etc. Alors, dans le ciel, on a Voltaire, dans son petit nuage, comme les anges autrefois, comme Dieu qui étend sa bénédiction sur Combes, en train de rompre le concordat et de faire la séparation. Et alors, dans le coin à droite, on a un gros moine ou un gros prêtre totalement ivre qui tient encore sa vive bouteille dans les bras. Ensuite, la couverture, alors là, est très intéressante,
c'est à propos de la séparation en Bretagne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait venir Yvon Tranouès, si vous le connaissez, qui est un grand spécialiste du catholique, mais il n'est jamais venu. Et alors là, on est à Tréguier, la photographie est prise dans la petite ville de Tréguier, qui était la ville de Renan, et en 1903, à Tréguier, a été inaugurée une statue à la gloire de Renan, le plus près possible de la basilique, pour bien embêter les catholiques, ça fait toutes sortes de problèmes. Et la masse que vous voyez ici, là sur le côté, c'est le dos de Renan, et la jeune femme, enfin l'allégorie féminine qui se dresse à ses côtés avec une espèce de coiffe bretonne, d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est ni la République, ni une allégorie de la Bretagne, c'est Athéna. C'est Athéna, la sagesse, qui se tient aux côtés de Renan. Bon, ici, vous avez donc, avant la séparation, le torchon brûle, donc vous retrouvez les trois mêmes personnages. Ici, à Lyon, c'est à la fois la Vierge, comme Lyon est une ville mariale, il y a à la fois la Vierge et la République. Bon, la séparation en province, je passe. Maurice Larkin, vous avez une scène des inventaires, et la page suivante, c'est également une scène des inventaires, et puis ensuite, vous trouvez les deux sur les congrégations. Bon, là, je ne sais pas si je vous l'ai fait donner. Non, peut-être pas, voilà. Je voulais rapidement voir avec vous cette iconographie, parce que c'est vraiment important. Alors, je vous montre, je les ai peut-être pas fait reproduire ces deux-ci. Ça, c'est aussi deux couvertures de colloques qui se sont tenues en 2005 et 2006, que j'avais organisé avec des collègues différents, dont un avec Christian Sorel. Alors, si je vous les signale, c'est pour vous montrer les différents prolongements qui étaient possibles à partir de la loi de séparation. Alors, un sur l'hôpital, parce que l'article 2 de la loi de séparation de 1905 prévoit qu'il peut y avoir dans certains établissements publics des aumôniers pour les gens qui sont ou pensionnaires ou malades ou les soldats dans les casernes. Il faut leur donner un prêtre pouvant assurer leur vie religieuse. Et l'autre, c'est sur les lieux de culte, parce qu'il y a toute une partie de la loi de séparation qui est relative aux édifices cultuels, à ce qu'ils deviennent, à qui ils appartiennent, etc., etc. Or, il y avait tellement de colloques sur la loi de séparation, tellement de colloques, qui se sont tous quand même beaucoup recoupés, il faut bien le dire. Hein. S'il y avait eu un petit peu plus de centralisation, il y aurait eu beaucoup moins de colloques qui auraient traité des différentes propositions de loi, des débats parlementaires, de la loi. Il y a quand même eu beaucoup de redites. Alors avec des collègues, dans deux cas on s'est dit, on voudrait faire quelque chose à propos de cette loi de 1905, mais on ne va pas refaire encore quelque chose sur la loi, les débats, l'application, les inventaires, comment ça s'est passé dans telle région, dans telle région, dans telle région. Donc on a cherché des choses un petit peu marginales qui permettaient du neuf. Donc dans un cas, ça a été l'hôpital, entre religion et laïcité, et on est parti de l'article 2 et des aumôniers. Et alors, la couverture, bon, la couverture ne peut pas vous paraître drôle à vous, elle est drôle pour les Parisiens, parce que c'est un poteau indicateur qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris. C'est le même poteau indicateur qui porte deux indications. Un, dans un sens, pour un hôpital public, l'hôpital Broussais, et l'autre dans une direction légèrement différente pour un hôpital catholique, l'hôpital Saint-Joseph, qui a été fondé précisément quand on s'est mis à laïciser les hôpitaux, mais ça c'est encore une autre histoire. Et puis là, c'est un colloque qu'on avait fait également avec Christian Sorel à propos de la loi de 1905, mais sur les lieux de culte, et comme illustration, on avait choisi, donc vous voyez, un hexagone dans lequel on avait mis une série de petites vignettes montrant une église, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Une église, une mosquée, une pagode, une synagogue, une église orthodoxe
et puis un lieu multiculturel dans un hôpital. Donc c'était une manière, si vous voulez, de montrer que la multiplicité des lieux de culte. Alors, en ce qui concerne ces différents actes, voilà comment je m'y étais prise pour les présenter. D'une part, en regardant le champ chronologique, d'autre part en regardant le champ géographique et d'autre part en regardant le champ thématique. Alors, le champ chronologique est assez varié dans ces différents actes de colloque qui se sont tenus. Le champ chronologique a été parfois extrêmement resserré autour de la loi de 1905 et de son application immédiate, notamment avec les inventaires, mais c'est assez rare comme choix. En général, il y a une grande ampleur, une grande amplitude du champ chronologique, un certain nombre d'auteurs ayant même décidé de revoir l'étude de la laïcité depuis ses prémices les plus anciens pris à travers le Moyen-Âge. Par exemple, c'est le cas d'Henri Peña-Ruiz, Histoire de la laïcité, dans une petite collection découverte chez Gallimard. C'est le cas également de Jean-Paul Scott, l'État chez lui, l'Église chez elle. Donc un champ chronologique très variable. La plus grande partie des auteurs ont décidé de partir de la Révolution française pour montrer ce qui s'était déjà passé tout au long du XIXe siècle. Donc c'est la Révolution française qui marque le véritable terminus aquo, le véritable point de départ de toutes les études sur la laïcité et la séparation. Alors tout d'abord en rappelant la séparation de l'an 3, le décret du 3 Ventose et l'article 354 de la Constitution de l'an 3, et puis toute une série de textes relatifs à la Révolution. Donc, le XIXe siècle étant couvert, bien évidemment, on a vu présenter le Concordat, ses principales dispositions, et chez un certain nombre de gens qui ont travaillé sous un angle militant, c'est le cas notamment du philosophe Henri Peña-Ruiz que j'ai déjà cité, dans son Histoire de la laïcité, le Concordat est présenté comme quelque chose qui a marqué une régression dans l'histoire de la France, alors que pour d'autres auteurs, le Concordat, c'était quelque chose qui permettait de refaire une forme d'unité et une certaine restauration entre la France de l'avant et la France qui renaissait de la Révolution. Henri Peña-Ruiz ne s'embarrasse pas de complications et décide qu'à partir du Concordat, l'État n'est pas laïque. Qu'on ne peut pas dire, disons, on peut poser la question, l'État est-il encore laïque en temps de Concordat, mais asséner l'État n'est pas laïque, à mon sens ce n'est pas correct, parce que c'est un point qui fait toujours débat chez les historiens et chez les juristes. Alors, dans ce XIXe siècle, est étudié non seulement le Concordat, mais également les différentes étapes, notamment à partir de 1880, qui vont faire en sorte que la France progressivement se laïcise pour la vie privée des gens avec la réinstauration du divorce en 1884, pour la laïcisation de la mort avec la loi sur la liberté, la loi d'abord sur la laïcisation des cimetières de 81, la loi sur la liberté des funérailles de 1887, la loi de laïcisation de l'école de 1882 et de 1886, et puis la loi sur le service militaire de 89 qui fait que les séminaristes doivent faire leur service, enfin tout un ensemble législatif qui fait qu'on est allé, ça c'est mon opinion, qu'on est allé en fait de petites séparations en petites séparations. Il y a la grande séparation des églises et de l'État,
il y a, ça c'est pas moi qui ai inventé l'expression, c'est Pierre Chevalier, c'est Benoît Mély, la séparation de l'Église et de l'école, qui est aussi une grande forme de séparation. Et puis il y a toutes ces autres séparations, la mort, la vie privée, les hôpitaux, la justice, le service militaire, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la loi de 1905 et la séparation des églises et de l'État. Alors là, on a toutes sortes d'auteurs, je ne vous donne pas, si vous voulez, je vous laisserai l'article, toutes sortes d'auteurs ou d'actes de colloques qui s'intéressent au processus lui-même. Alors que ce soit le processus politique de la difficulté des relations entre Rome et Paris, notamment à partir du voyage d'Émile Loubet, à partir de la crise ouverte par le comportement de deux évêques. Bon, on s'intéresse au projet de loi lui-même tel qu'il a été déposé et à la manière dont il a été transformé dans le courant des débats parlementaires. Alors, ce que l'on ne dit pas, à mon sens, assez, c'est la chose suivante. Premièrement, on n'a pas assez montré, alors j'ai pas encore lu le livre d'Émile Poulain, je n'ai fait que parcourir le dernier qui vient de ressortir sur la loi de 1905 et toutes ses modifications. Je ne sais pas s'il a repris les débats, je ne crois pas. Quand on parle de la loi de 1905, on fait toujours, enfin on fait le plus souvent en France, comme si la loi votée avait été le texte déposé à l'exclusion de 2 ou 3 articles dont on parle toujours, et notamment l'article 4 qui dit qu'il faut respecter les règles donc, que de l'Église elle-même autour des associations de tout ce qui était le cultuel. Mais ce que l'on ne dit pas en général, c'est qu'il y avait bien d'autres différences entre le projet déposé et le texte adopté, et que ce ne sont pas seulement, comme on le dit, Aristide Briand, Jean Jaurès et Francis de Pressensé qui ont fait preuve de sagesse en amenant la Chambre à transformer l'article 4 pour que l'Église puisse l'accepter, ce qu'elle n'a finalement pas fait d'ailleurs, mais qu'il y avait toutes sortes d'autres dispositions dans la loi qui étaient beaucoup plus drastiques que la loi finale. Par exemple, dans l'avant-dernier titre de la loi, pour tout ce qui est de la police des cultes, il est dit que si un prêtre en chair tient tel ou tel propos, contraire à la République, hostile aux lois de la République, eh bien, le prêtre va être déféré devant tel tribunal et qu'il risque telle sanction d'amende qui n'était pas négligeable. Mais dans le projet initial, on ne laissait absolument pas au prêtre la possibilité de demander la preuve que ce dont on l'accusait était exact. Et en outre, les peines d'amende étaient plus fortes que ce qui a finalement été adopté. Bon, toute une série de points comme ça qui ont été transformés. On s'est focalisé sur l'article 4 et sur l'article 8 notamment, mais il y avait toute une série d'autres points. Et là, ce sont des républicains modérés, et notamment Alexandre Ribot entre autres, mais pas les seuls, qui ont réussi, également Albert Demain, qui à force d'obstination ont réussi à faire évoluer le Parlement sur des points certes moins importants que l'article 4. Donc, il y a quand même quelques travaux dans ces colloques et dans ces livres qui ont permis de rappeler ça. Malheureusement, je pense que ce n'est pas passé dans le grand public. Alors, bien sûr, tous ces actes de colloque se sont également intéressés à l'application de la loi, notamment à la querelle des inventaires. Alors, en ce qui concerne le champ chronologique, vous avez vu qu'un certain nombre de titres nous amènent jusqu'à 2005. Je ne vais pas tous les prendre, mais je tiens à signaler le livre d'Émile Poulain sur les diocésaines, République française, Église catholique, loi de 1905 et association cultuelle, le dossier d'un litige et de sa solution, 1903-2003, avec une préface de Dominique de Villepin, qui était le Premier ministre à l'époque. C'est-à-dire que, comme vous le savez,
Pie X, contrairement aux vœux de la majorité de l'épiscopat, avait refusé d'accepter la loi, notamment à cause de l'article 4 et des associations cultuelles. Donc la question était restée pendante, et c'est après, là encore, après la Première Guerre mondiale, après la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, notamment grâce à Aristide Briand, que cette question-là a pu être réglée, qu'on a trouvé de part et d'autre une espèce de modus vivendi qui faisait que l'on créait au niveau diocésain, et non plus au niveau paroissial, des associations dites diocésaines, précisément parce qu'elles sont au niveau diocésain, qui jouent le rôle de ce qu'auraient dû jouer les associations cultuelles de 1905 si l'Église les avait acceptées. Alors c'est un dossier assez technique, assez complexe, qu'Émile Poula a repris complètement dans ce livre publié par la documentation française sur les diocésaines. Alors en ce qui concerne le champ géographique, il a également été assez varié. Je pense que la plupart des actes de colloques ou d'ouvrages publiés se sont intéressés à la France globalement avec des éclairages ponctuels quand il s'agissait d'actes de colloque, des éclairages ponctuels sur telle région, tel diocèse, tel département. Néanmoins, il y a eu quelques ouvrages plus particulièrement ciblés. Par exemple, un sur le diocèse de Poitiers, Jacques Bouquet, 1905, la séparation de l'Église et de l'État dans le diocèse de Poitiers. Celui que je vous ai montré tout à l'heure sur la Bretagne, les Bretons et la séparation 1795-2005, donc soit direction Balcou, Provo et Arc-en-Ouest. Et bon, et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez repéré dans le titre ici, 1795, il part de la première séparation, donc il inclut la première séparation dans les travaux. Alors, les éclairages géographiques ponctuels ont été particulièrement importants pour traiter les inventaires, parce que les incidents, parfois dramatiques, violents, qui ont éclaté au moment des inventaires, bon, puisqu'il y a eu mort d'homme dans deux cas, ont été très localisés dans la Haute-Loire, dans la Lozère, dans le Nord. Donc là, ça a donné lieu à des études particulières, mais il y a également des études géographiques particulières pour deux autres cas. Premièrement, l'Alsace-Moselle, parce que autrefois on disait Alsace-Lorraine, maintenant on dit Alsace-Moselle, parce que ce n'est pas toute la Lorraine qui était allemande après 1871, mais une partie, les départements de la Moselle, et donc cette Alsace-Moselle, qui n'était pas française ni en 1901, donc elle a un droit particulier pour les associations, ni en 1905, donc elle n'a pas eu la séparation, plus toute une série d'autres de prescriptions particulières pour le droit local. Donc l'Alsace-Moselle a retenu l'attention pour étudier sa situation particulière en droit des cultes, avec des positions bien tranchées. On a tout un camp laïque, libre-penseur, anticlérical, qui à corps et à cri réclame depuis toujours, j'allais dire, enfin pas depuis toujours, mais depuis longtemps, que le régime de la séparation soit appliqué à l'Alsace-Moselle. Ils en font, j'allais dire, un refrain obligé de tous leurs congrès, de tous leurs colloques, etc., y compris dans des colloques, par exemple, à l'éducation nationale. Il y a un syndicat d'extrême gauche qui s'appelle l'école émancipée. Bon, l'école émancipée, elle s'occupe d'école, elle n'a pas grand-chose à voir avec le régime de séparation des églises et des États. Néanmoins, à chaque congrès de l'école émancipée, il y a toujours un point du programme qui demande la séparation pour l'Alsace-Moselle. Alors qu'au contraire, ça c'est une initiative intéressante, Patrick Cabanel, dont je parlais tout à l'heure, donc l'historien du protestantisme, s'est intéressé aussi ponctuellement au cas de l'Alsace-Moselle pour remarquer la chose suivante: l'enclave concordataire, longtemps tenue pour une anomalie ou un conservatoire, peut revêtir un intérêt très neuf au moment de mieux intégrer l'islam dans le paysage religieux français.
C'est-à-dire, lui dit plutôt que d'abolir, d'abroger le régime de type concordataire, parce que c'est pas exactement le concordat de 1801, c'est mitigé avec du droit allemand, puisque l'Alsace-Moselle était allemande à ce moment-là. Donc il dit plutôt que d'abroger ce régime spécifique-là, utilisons donc au contraire, à titre expérimental, pour voir si à côté des religions reconnues qui existent en Alsace-Moselle, donc le catholicisme, les deux cultes protestants et le judaïsme, on ne peut pas y intégrer aussi l'islam, faire un cinquième culte reconnu. Ça fait hurler les libres penseurs et les anticléricaux qui, eux, veulent au contraire que l'on abroge ce régime. Alors il y a eu un autre champ géographique aussi qui a beaucoup retenu l'intérêt au moment du centenaire de la loi de 1905, c'est l'Algérie, donc qui était département, et puis toutes les colonies. Parce qu'il y a un droit des religions qui n'est d'ailleurs pas réglé partout. La Guyane a un droit des rapports sur les rapports entre l'Église et l'État qui remonte à la Restauration. En Polynésie, il y a un droit particulier. À Mayotte, il y a un droit particulier. Donc, et l'Algérie et les anciens territoires d'outre-mer ou les colonies ont également retenu une attention particulière. Et enfin, dans ces colloques sur la loi de 1905, il y a eu toute une approche comparatiste des rapports entre l'Église et l'État, entre la France et d'autres pays européens. Alors ça, c'est Jean-Paul Villene, qui est à l'EPHE, qui est spécialiste du droit des religions européens. Alors avec le grand débat, est-ce que la France est vraiment le seul pays séparé, laïque, avec un grand L, et qui respecte vraiment la liberté de conscience, la laïcité, etc., etc. Ou bien est-ce qu'on peut dire que d'autres pays de l'Union européenne, y compris l'Allemagne avec son droit religieux dans les Länder, etc., est-ce qu'il y a aussi une forme de laïcité qui n'a pas ou le Danemark ou la Suède avec leurs églises d'État, est-ce qu'il n'y a pas aussi là une forme de laïcité qui formellement paraît moins complète que la nôtre, mais qui dans la réalité de la vie quotidienne n'aboutit pas finalement à la même chose. Donc là, il y a un très très gros débat actuellement chez les sociologues et chez les historiens de la France, mais c'est un débat, j'allais dire, qui en fait est plus idéologique que scientifique en réalité. Derrière, on sent des positions de caractère idéologique, et puis alors il y a eu aussi toute une approche comparatiste, non plus avec des pays de l'Union européenne, mais avec le Mexique, avec les États-Unis, avec l'URSS, enfin vous voyez, toute une approche comparatiste. Il faut peut-être que j'arrête, parce que j'avais donc le champ thématique, mais bon, le champ thématique est assez rapide. Le champ thématique, il aurait dû finalement ne concerner que les rapports entre l'Église et l'État, puisque la loi du 9 décembre 1905, elle ne parle que de ça. Mais en réalité, on a vu ressurgir au moment de 1905 toute une série d'autres thèmes, alors, qui sont plus ou moins en connexion, et qui font intervenir non pas l'État lui-même ou la République elle-même, mais ses administrations ou ses services. D'où l'école, d'où les hôpitaux. Alors là, on s'intéresse beaucoup actuellement en France à l'histoire des hôpitaux. Il y a une société d'histoire des hôpitaux qui est d'ailleurs très active, qui a fondé un prix d'histoire des hôpitaux qui récompense les étudiants qui font des travaux là-dessus. Et bon, bah, bien évidemment, vous avez vu le colloque, l'hôpital entre religion et laïcité, mais il y a eu d'autres colloques qui se sont tenus sur les hôpitaux et qui ont à voir avec la loi de séparation de manière toute petite et indirecte à cause de l'article 2 qui prévoit les aumôniers dans les hôpitaux, comme dans les lycées, comme dans les casernes, comme dans les prisons, etc. Donc ça c'était un point. Mais également parce que il y a eu un grand mouvement de laïcisation des hôpitaux qui avait commencé avant 1905, il avait commencé à Paris dès 1878. C'est Paris qui a donné le signal du départ. Alors que signifiait la laïcisation des hôpitaux? Ça signifiait retirer les crucifix des murs, ça c'est un détail, j'allais dire. Ça signifiait surtout
exclure toutes les religieuses des hôpitaux, qui étaient les infirmières, exactement comme on les excluait des écoles. Et il s'est passé, en fait, il faut étudier les deux phénomènes parallèlement, il s'est passé exactement la même chose dans les écoles et dans les hôpitaux. Autrement dit, on fait partir un personnel religieux, ou qui soigne, ou qui enseigne. On veut mettre un personnel laïque à la place. Mais le personnel laïque, il faut l'avoir. Il faut qu'il soit formé. Donc il faut des écoles qui forment ce personnel laïque. Pour l'école, on crée les écoles normales de filles. Pour les hôpitaux, on crée des écoles d'infirmières. Et la laïcisation n'a pu avancer qu'au fur et à mesure que ce nouveau personnel laïque était formé. Pour l'école, il s'est d'ailleurs passé quelque chose de très intéressant. Avant même la loi du 7 juillet 1904, il y a une loi que je vous ai citée incidemment tout à l'heure, celle du 30 octobre 1886, qui dit qu'on ne peut plus recruter de personnel enseignant religieux dans les écoles publiques, dans les écoles communales, dans les écoles des communes, donc, pas les écoles privées, je parle bien des écoles publiques communales, qui dit que pour les hommes, il y a un délai de 5 ans qui est laissé. C'était essentiellement les frères des écoles chrétiennes, mais également les frères de Saint-Gabriel, les frères de Saint-Viateur, un certain nombre de congrégations. Ils devaient tous être partis dans les 5 ans. Comme dira Monseigneur Prépel à ce moment-là, soit ils sont mauvais, il ne faut surtout pas les laisser 5 ans de plus, soit ils sont bons, et à ce moment-là, il ne faut pas les faire partir. Bon, c'était une remarque intéressante. Mais pour les filles, pour les écoles de filles, on ne fixe aucun délai. Pourquoi ? Parce que les écoles normales de garçons existaient depuis les années 1830, alors que les écoles normales de filles, elles ont été rendues obligatoires dans chaque département en 1879. Il y a une loi de 1879 qui dit qu'il faut créer des écoles normales de filles. On laisse au département un délai de 5 ans pour les former. Vous voyez, ça nous mène à 84. Et les premières promotions de ces écoles normales de filles, j'ai fait travailler quelques étudiants sur des écoles normales, c'était de tous les petits établissements. Il sortait 10 institutrices par année. Donc vous voyez, le temps de remplacer toutes les institutrices, c'est aussi ce qui fait qu'en 1914, il y avait encore, indépendamment de la loi de 1904, il y avait encore pas beaucoup, mais il y avait encore des institutrices dans des écoles communales, publiques, parce qu'elles étaient restées là depuis la loi de 86. Même chose avec les hôpitaux. On veut laïciser et exclure les infirmières religieuses, mais il faut pouvoir mettre des infirmières laïques. Donc on va créer des écoles d'infirmières. Alors on crée assez rapidement à Paris des écoles d'infirmières, l'hôpital Laennec, enfin bref, dans différents hôpitaux, mais après, on ne peut laïciser, les hôpitaux dépendent des communes. Donc, ce n'est pas une mesure nationale qui peut l'emporter, c'est commune par commune. Donc, quand les communes ont pu avoir des infirmières laïques, elles laïcisent. Alors, il y a eu un certain nombre de laïcisations précisément autour de 1905. En 1903, à Reims, à Marseille, ça a été extrêmement brutal. Mais autrement, ça a été très long parce qu'on n'avait pas les infirmières laïques nécessaires. Et c'est seulement dans les années 30, vers 33, je crois, qu'il y a eu en France plus d'infirmières laïques que d'infirmières religieuses. Jusqu'en 1933, on avait encore plus d'infirmières religieuses que d'infirmières laïques. Et on a gardé des hôpitaux publics, je dis bien des hôpitaux publics, je ne parle pas de cliniques privées, qui avaient encore des infirmières religieuses dans telle ville ou dans telle ville dans les années 60 et même 1970. Alors, on a des cas d'hôpitaux où ça n'avait pas été possible de les faire partir, d'hôpitaux publics où ça n'avait pas été possible de les faire partir, parce qu'il y avait une clause testamentaire de la fondatrice. Mais dans d'autres cas, c'était pas ça. Et on a des cas où quand les infirmières religieuses sont enfin parties, c'est pas parce que la direction les faisait partir, c'est parce que la dernière religieuse était morte et qu'il n'y en avait plus pour les remplacer. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Donc il y avait toutes ces choses-là à voir autour de l'hôpital, autour de l'école. On va s'arrêter. Je suis une intarissable bavarde. Excusez-moi. Bon, je ne sais pas si